Nous allons démarrer cette nouvelle session, donc en présence de trois intervenants qui vont se succéder. Marie-Pierre Ramouche, qui est une collègue maître de conférence à l'Université de Perpignan, au département d'études hispaniques. Elle est connue pour son travail sur le muralisme mexicain et elle va nous présenter le travail d'une graphiste, Bastardilla, dont elle nous dira beaucoup de choses. Ensuite, nous donnerons la parole à Edwige Fusaro, qui, elle, va nous parler du street art en Italie. Edwige est agrégée d'italien, maître de conférence, habilitée à diriger des recherches à l'Université de Côte d'Azur. Elle a fondé le Nice Street Art Project. Elle mène des recherches sur le street art parallèlement à ses recherches de spécialité sur la littérature et la culture italienne des 19e et 20e siècles. Elle a publié 3 livres. Elle prépare un livre sur le street art en Italie. Et pour finir, Manuel Bello, j'avais fait une petite confusion, Bello Marcano, qui est architecte et docteur en sciences sociales. Il est maître de conférence à l'ENSA, en sciences humaines et sociales, pour l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne et directeur de l'unité de recherche GRF Transformation. Alors je propose que nous donnions la parole à la première intervenante pour une durée environ de 25 minutes. Ça nous permettra de ménager un temps de parole. On va réserver les questions peut-être pour la dernière partie et on aura un temps de parole assez confortable. Voilà, donc Marie-Pierre, tu as la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous m'entendez bien? Ça va? Donc, je vais vous parler d'une artiste urbaine. Non, ça ne marche pas? Oui, faut que je m'approche très. D'accord, ok. Alors, attends, on va faire comme ça. Voilà, là c'est bon, c'est bon. Donc, je vais vous parler donc d'une artiste urbaine colombienne, Bastardilla, et de la manière dont elle réenchante les jungles urbaines. Alors, bon nombre des œuvres de cette artiste sont situées sur les murs des grandes villes, des mégalopoles latino-américaines, et notamment dans les quartiers de misère qui les ceinturent. Ces mégalopoles sont nées de l'urbanisation massive, incontrôlée, désordonnée, en un mot sauvage, qui a caractérisé l'urbanisation en Amérique latine depuis grosso modo la moitié du XXe siècle. Les transports, la pollution, l'insécurité font souvent de ces mégalopoles des endroits inhospitaliers, des jungles urbaines. Or, dans ces jungles de béton, des œuvres vandales, illégales, rebelles, en un mot sauvages ici aussi, d'artistes tels que Bastardilla ou Julieta, qu'on a accueillis ici ces jours-ci, peuvent faire l'effet de petits oasis d'humanité qui insufflent un peu de couleur, d'âme au milieu des briques, de la grisaille. C'est certainement le cas des œuvres de Bastardilla dans lesquelles se dessine une humanité reconnectée à la nature, à l'animal, au végétal, au minéral, au travers d'êtres harmonieusement hybrides dont la douceur et la force réenchantent l'univers urbain. Alors, je voudrais commencer par énumérer certaines raisons pour lesquelles l'art urbain peut être qualifié de sauvage en exploitant différentes valeurs sémantiques du terme. Donc, comme je viens de l'évoquer, ce qu'on appelle communément le graffiti, mais qui peut englober autant les tags, les signatures, que le street art ou le post-graffiti, est souvent associé au vandalisme, à l'illégalité. Donc, sauvage, l'art urbain l'est en effet si on pense à ces writers qui rivalisent d'hardiesse pour marquer leur territoire dans l'habitat urbain, public et privé. Bon. Bien évidemment, depuis un certain temps déjà, le street art est accepté, reconnu, et on peut en vivre, le pratiquer de manière complètement légale, par le biais de commandes publiques, privées, de festivals ou encore de congrès éco-critiques, comme l'a fait Julieta. Mais bon, dans son essence, l'art urbain est sauvage, rebelle, indomptable, également vis-à-vis du monde institutionnel de l'art, puisque éphémère, gratuit, éminemment public, il échappe en principe aux circuits commerciaux traditionnels de l'art. C'est là un des principaux combats de Banksy que tout le monde connaît, dans ses happenings, ses œuvres, ou dans ce documentaire, Exit Through the Gift Shop, on parle de ça.
Sauvage, l'art urbain, donc Bansky encore ici, également, si on entend par là, insoumis, non domestiqué, rebelle, sur le plan politique et social. Ce côté insoumis a favorisé l'utilisation de l'art urbain, du graffiti aussi, tout au long de son histoire, des murs de Pompéi à ceux de Paris de mai 68. En Amérique latine, les activistes politiques, les mouvements sociaux ont pris conscience depuis très longtemps de cette valeur politique du street art. Là, je vous ai montré 2 exemples au Chili, où donc les murs étaient quelquefois les seuls endroits où donc les artistes pouvaient répondre au régime dictatorial. Alors, ces œuvres urbaines peuvent donc être considérées non seulement comme des sources d'informations très riches sur les préoccupations sociales, politiques d'une communauté, d'une société, mais elles ont également, pour certains artistes, comme Bastardia, considérées comme une arme pour éveiller les consciences. Et c'est son combat contre le militarisme en Colombie. Pour toutes ces raisons, l'art urbain permet à l'artiste d'être en contact direct avec le public, de mettre l'art au milieu de la vie. L'artiste entretient aussi un rapport singulier avec la ville, il se l'approprie, la revisite, la transfigure. Et la dimension éphémère de cette relation rend d'autant plus poétique, magique, selon ce que m'avait dit Julieta l'autre jour, cette espèce de baiser volé à la ville. C'est en tout cas ce que m'inspire l'œuvre de Bastardia. Alors pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, donc on pourrait qualifier son art de cet art urbain de Bastardia comme sauvage, mais plus encore si l'on observe le contenu de ses œuvres, où le sauvage, soit ce qui est non civilisé, ce qui est considéré comme étant hors de la cité, en un mot ce que l'Occident moderne conçoit comme la nature, occupe une place primordiale. Une des caractéristiques essentielles de son œuvre est son insistance sur les relations entre l'humain et le non-humain, qui s'entrelacent dans des êtres harmonieusement hybrides. Loin de la dichotomie occidentale moderne dont on a largement parlé ces jours-ci, qui établit un fossé infranchissable entre l'humain et le reste du cosmos, Bastardia puise dans les racines amérindiennes de sa Colombie natale, une approche plus animiste, totémiste de notre être au monde. Selon Philippe Descola, toutes ces cosmologies donc amérindiennes ont pour caractéristique de ne pas opérer de distinction ontologique tranchée entre les humains d'une part et bon nombre d'espèces animales et végétales d'autre part. Tout est lié dans un vaste continuum. On retrouve donc cet héritage culturel, cet enchevêtrement organique dans les êtres hybrides qui peuplent les œuvres de Bastardia, et notamment dans une fresque, ce n'est pas une fresque à proprement parler, mais je vais me permettre d'utiliser le terme pour avoir des synonymes, qui s'intitule Uma Ayu Ayu Uma, et qui a été réalisée en 2017 dans le cadre de la Biennale d'art urbain à Cochabamba, en Bolivie. Donc, sur le mur latéral d'un grand immeuble s'affiche une immense et mystérieuse goutte d'eau qui rappelle aux habitants de Cochabamba l'importance des liens entre toutes les entités du vivant, en même temps qu'elles réenchantent leur relation à leur ville. Alors, cette œuvre peut être sibylline pour qui ne détient pas les clés culturelles nécessaires, clés qui sont livrées aux néophytes par Bastardia elle-même sur sa page Internet. La page consacrée à cette fresque nous apprend premièrement que donc, Uma Ayu Ayu Uma signifie en aymara goutte d'eau. Parallèlement, Bastardia s'y remémore dans cette page web les 2 éléments qui ont inspiré ce travail. Tout d'abord, les rituels et cérémonies d'appel à la pluie pratiqués par les communautés andines, et par ailleurs la lutte des Boliviens contre la privatisation de l'eau. Alors, je vais commencer par expliciter le 2e point, en donnant également quelques éléments de contextualisation qui semblent intéressants pour comprendre cette œuvre. La Bolivie est un des pays d'Amérique latine avec la plus forte densité de population amérindienne. Il représente à peu près 40% de la population. Et c'est d'ailleurs le seul pays d'Amérique dont le président, Evo Morales, est un Amérindien. Son arrivée au pouvoir en 2005 est le point culminant d'un réveil
indigène qui a pris forme à partir des années 90 et qui s'est structuré autour du respect des cultures autochtones, à leur préservation et à leurs droits vis-à-vis des ressources naturelles du pays. Un des moments les plus forts de cet essor politique indigène fut précisément la guerre de l'eau qui eut lieu à Cochabamba en 2000. Donc, avril 2000, les citoyens de Cochabamba prennent d'assaut les rues de leur ville pour s'élever contre la privatisation des ressources hydrauliques qui passait entre les mains d'un consortium international, un consortium qui décida d'augmenter jusqu'à 300% le prix de l'eau de pluie et s'arrogea même le droit de faire payer aux habitants l'eau qu'ils pouvaient tirer des puits, de la rivière et même de la pluie. C'est d'ailleurs ce titre et même la pluie qu'a retenu la réalisatrice espagnole Itziar Boyain pour tourner son film qui traite de cet événement, de la guerre de l'eau. Donc, Bastardia, sur sa page web, rend hommage à, donc, je cite ces luttes, les mobilisations solidaires pleines de dignité qui, durant des années, ont combattu les multinationales hydroélectriques et les politiques qui sont en train de dévaster l'autosuffisance de très nombreuses communautés, ainsi que le droit de tout un chacun à jouir de l'eau et de la considérer comme un bien commun irremplaçable. Pardon, voilà. Donc, cette gigantesque goutte d'eau, en s'affichant de façon publique et gratuite, est autant un hommage à cette guerre de l'eau, à cette lutte contre la privatisation de l'eau, qu'une métaphore de cette lutte, puisque bon, elle est tout le contraire de quelque chose de privatisé, elle est publique et gratuite. Bastardia s'inspire également pour réaliser cette fresque, comme je l'ai dit, des cérémonies pratiquées par les communautés andines pour appeler la pluie. Sur sa page web, toujours, elle raconte cette légende incaïque sur l'eau de pluie. Pachacamac et Viracocha, donc deux dieux créateurs incas, ordonnèrent le monde et situèrent dans les cieux une belle jeune fille en lui donnant un seau d'eau pour qu'elle le déverse sur la terre chaque fois que celle-ci en aurait besoin. Quand la pluie tombe paisiblement, c'est que la jeune fille vide son seau sans que personne ne l'embête. Mais si elle le fait envelopper de tempête, c'est que son coquin de frère, l'éclair, lui a brisé son seau pour la faire enrager. Ce récit Bastardia le tire d'un article de Francisco Gil Garcia, un anthropologue espagnol qui est paru donc dans la revue espagnole d'anthropologie américaine et qui s'intitule « Que pleurent les grenouilles, que se marient les eaux, que se retiennent les vents, les rituels pour appeler la pluie dans le centre et le sud andin ». Et donc cet article que nous invite indirectement à lire Bastardia est essentiel pour la compréhension de la fresque puisqu'il nous donne toutes les clés de compréhension justement. Donc on y voit grâce à donc oui, que représente cette fresque. Donc on y distingue une multitude d'éléments qui dessinent le contour d'une goutte d'eau, ainsi que d'une silhouette humaine qui tient au bras le fameux seau de la légende. Cette goutte d'eau ne tombe pas paisiblement. L'éclair du frère facétieux que l'on peut distinguer à l'intérieur de la goutte semble avoir déchaîné une tempête qui soulève en tous sens les éléments que contient la goutte. Donc voilà pour la légende. Bastardia s'inspire également de la vision cosmique de la circulation de l'eau chez les populations andines. Et je cite toujours là l'article de Gil Garcia. L'eau circule, donc pour les communautés andines, depuis les montagnes et les lacs jusqu'aux sources et aux canaux d'irrigation, aux champs ou directement jusque dans la mer. Et de là, elle s'évapore et se transforme en eau contenue dans les nuages de pluie qui, de nouveau, auront à se décharger de leur eau. Donc, somme toute assez scientifique comme récit cosmique. Bien. Bastardia rappelle dans cette œuvre, cette circulation de l'eau par le biais de divers éléments. Tout d'abord, la forme circulaire de cette goutte d'eau, dont les lignes directrices nous font passer... Est-ce qu'elle se voit là ? Oui, très bien.
donc nous font passer de la tête vers les bras. Le cheminement vers les bras est souligné par ces gouttes d'eau qui tombent, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais de nuages ici, stylisés à la façon incaïque. Puis ensuite, donc, on suit les bras, on remonte les avant-bras jusqu'aux jambes. Voilà, on a une forme circulaire. De plus, au cours de ce cercle, on voit comment la figure humaine et aquatique devient montagne. Attendez, voilà, devient montagne, ici dans la partie bleue, et puis également végétale avec la mousse qui recouvre ces montagnes. Cette hybridité caractéristique du style de Bastardia renforce cette idée de circulation, de continuité, d'interconnexion. Qui plus est, cette goutte d'eau est sur le point de tomber sur la ville de Cochabamba, ce qui, d'une certaine manière, inclut la ville dans le cycle de l'eau, en fait un autre maillon connecté au cosmos. Au-delà de cette légende et de la création et de la circulation de l'eau, on retrouve dans la fresque différents éléments constitutifs de ces cérémonies d'appel à la pluie. Tout d'abord, les instances d'invocation, à savoir les montagnes et les lacs tutélaires où se célèbrent ces cérémonies. Ces deux instances d'invocation sont anthropomorphisées par les communautés andines, d'où ces visages sur les phalanges de la main montagne. On peut aussi imaginer que le visage aquatique humain fait ici référence aux divinités des lacs. Vous distinguez qu'il y a un visage au trait masculin et à l'intérieur un visage au trait féminin. C'est une allusion à certaines croyances de certaines communautés qui attribuent un sexe aux eaux des lacs et des cours d'eau en fonction de leur provenance ou de leur taille. L'autre dimension fondamentale de ces rites a trait aux offrandes. Feuilles, graines de coca, cacahuètes, encens, tels qu'ils apparaissent à l'intérieur de la goutte d'eau, ainsi que poissons, que vous voyez dans la bouteille, et grenouilles. Comme l'explique toujours Gil Garcia, les appels à la pluie incluent toujours une supplique. On peut faire appel à la miséricorde des seigneurs de la pluie par le biais du repentir communautaire ou en maltraitant, par exemple, des animaux afin de susciter la clémence de la nature. Une des modalités consiste à enfermer des grenouilles ou des poissons dans une bouteille d'eau, et à les abandonner sur les flancs d'une montagne rocailleuse, lointaine et désertique, les condamner donc à mourir, d'où cette bouteille remplie de poissons. Au lieu de vrais animaux, certaines communautés sont plus sensibles et laissent des figurines en pierre à l'effigie de crapauds, de grenouilles et d'autres animaux aquatiques. Donc, d'où ces figurines carrées, gravées, que l'on retrouve là. Donc, dans cette œuvre, Bastardia reprend divers symboles et des éléments constitutifs de ces cérémonies d'appel à la pluie. Et de ce fait, veut rappeler aux habitants de Cochabamba, j'ai fini, donc ça va être largement, veut rappeler aux habitants de Cochabamba la dimension sacrée des éléments naturels, eau, lac, montagne, et des liens qui unissent tous ces éléments entre eux. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer, de souligner qu'elle ne peint pas les prêtres ni les communautés en train de réaliser ces rituels, mais seulement les ingrédients utilisés lors de ces rituels. Donc, cette observation m'invite à concevoir cette œuvre non pas simplement comme une évocation de ces rites, mais comme la réalisation du rite lui-même. On pourrait presque accorder ici une dimension presque performative à la réalisation de cette fresque. En représentant le rite, l'artiste réalise le rite. Bastardia, ordonnée ici en grande prêtresse ou chamane du street art, appelle la pluie. Et elle l'appelle non pas sur les bords d'un lac sacré ou sur le sommet d'une montagne tutélaire, elle le fait sur le mur d'un immeuble de Cochabamba, qu'elle revêt ainsi d'une dimension sacrée. Elle le transforme en waka, à savoir ces lieux, roches, arbres, méandres d'un ruisseau, qui étaient dotés d'une dimension divine pour les Incas.
D'une certaine manière, donc, elle inclut la ville dans le monde naturel, dans le sauvage, dans ce qu'en anglais, donc, on en a parlé également ces jours-ci, on pourrait appeler wilderness. Et par là même, elle s'éloigne de cette vision très occidentale du monde qui fragmente l'espace en mettant d'un côté donc, la nature, de l'autre la culture. Joy Porter, dans son livre sur l'environnementalisme amérindien, rappelle au sujet de la création du parc naturel de Yosemite, et on en a aussi parlé ces jours-ci, que donc cette notion de wilderness est complètement construite en fonction du regard d'un touriste non amérindien, d'un occidental, quoi, un touriste, quoi. Cette construction implique qu'il y ait d'un côté donc cette nature sauvage, cette wilderness, pensée comme immaculée, innocente, et de l'autre, cette non-wilderness qui est rejetée comme contaminée, souillée, impure. Cette distinction oppose des zones protégées, les parcs naturels, donc pour le cas des États-Unis, 8% du territoire américain, à tout le reste du territoire qui peut donc être allègrement soumis aux impératifs de l'exploitation économique sous toutes ses formes, ce qui implique aussi la privatisation de l'eau. Par le biais de cette fresque, Bastardia s'inscrit en faux contre cette fragmentation de l'espace. Elle fait tomber les cloisons entre wilderness, non-wilderness, entre le sauvage et l'urbain. Pour conclure, sauvage, l'art urbain de Bastardia ne l'est pas, si on entend par là cruel, dur, féroce. C'est avec douceur et empathie que ses œuvres se lovent dans l'habitat urbain, qu'elles nous reconnectent à la nature, qu'elle nous incite à réenchanter nos regards sur la ville, à nous émerveiller, à la suite de Belinda Cannone. Et comme donc le souligne Jeanne Bennett, mais on l'a vu aussi avec Nathaniel Johnson ou Belinda Cannone ces jours-ci aussi, hein, donc dans son étude sur l'enchantement de la vie moderne, le monde contemporain, je cite là deux des organisatrices de ce colloque, Margot et Bénédicte, le monde contemporain, qu'il soit humain ou non, naturel ou artificiel, offre toujours de précieuses sources d'enchantement. Surtout, éprouver des moments de ravissement reste essentiel pour donner du sens et une ligne de conduite éthique à notre être au monde. Donc, merci à Bastardia pour ces pépites de ravissement et merci aussi pour la pluie. Il semble qu'on peut le pouvoir magique de cette fresque est avéré aujourd'hui. Merci à vous aussi pour votre attention. Merci, oui, à Bastardia, et merci à Marie-Pierre pour la qualité et l'aspect synthétique de son exposé. On a peut-être le temps pour une question. Oui. Okay, thank you. I'll do research and I should find out. Very interesting. Donc nous enchaînons avec l'intervention d'Edwige Fusaro, le street art en Italie, art sauvage en Italie. Merci. Alors, excusez-moi. Oui, j'avais prévu... Excusez-moi un tout petit peu, un petit problème technique. Oui, voilà, j'avais pas imprimé. Donc, si ça vous dérange pas trop, je vais garder la présentation comme ça, parce que j'ai pas imprimé, en fait, tout simplement le discours que je voulais tenir. Donc, vous le voyez affiché, c'est pas plus mal, comme ça, vous pourrez suivre. Oui, voilà. Oui, alors effectivement, ce que je propose de démontrer ou de défendre comme idée, c'est que le street art relève du sauvage urbain, d'abord par les thématiques végétales, animalières, naturelles, du point de vue esthétique et du point de vue politique et philosophique. Donc je vais aborder ces quatre aspects sur effectivement le cas d'étude de pièces trouvées en Italie, puisque c'est mon domaine de spécialité,
Mais auparavant, je vais passer en revue quelques précisions, notamment terminologiques, pour bien définir ce que j'entends par street art, parce qu'effectivement, on l'a vu grâce à la communication de Marie-Pierre. En fait, on utilise souvent le terme street art comme un umbrella term, donc une famille en fait, qui regroupe quand même des genres très différents de pièces. Donc pour être tout simplement très précis sur ce que j'entends ici par street art, quelques prolégomènes. Alors, contrairement à ce que j'appelle l'art contemporain urbain, dont vous voyez ici un exemple, le street art n'est pas composé d'œuvres mobiles et destinées à la vente, comme c'est le cas justement des pièces d'art contemporain urbain, qui néanmoins sont toujours ou presque toujours réalisées par des artistes qui réalisent également des œuvres dans la rue. D'où les chevauchements. C'est qu'en fait, un même artiste en général, ou une même artiste, réalise des pièces qui appartiennent à différents genres de cette grande famille. Voilà. Alors, on a d'abord l'art contemporain urbain. On a aussi l'art urbain tout court, donc effectivement le cas des fresques, par exemple Bastardia. Mais le street art, contrairement à l'art urbain, n'est pas réalisé sur commande et n'est pas rétribué. Donc il est réalisé de façon spontanée, sans autorisation institutionnelle, privée ou d'autre nature. Contrairement enfin au graffiti writing, le street art n'est pas tribal, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous. Il utilise donc des moyens de communication qui sont assez consensuels, même s'ils sont souvent cryptés ou symboliques, donc qui demandent une opération d'interprétation. Et puis, il s'est détaché du tag qui caractérise le graffiti writing, dont on a ici un exemple. Le tag étant la signature, je ne vous apprends rien, donc le blaze, c'est-à-dire le pseudonyme de l'artiste, éventuellement assorti de puppets, comme c'est le cas ici, sous forme d'autoportrait en chimpanzé. Et puis il y a une dernière sorte, c'est le graffiti tout court, le graffiti, donc art contemporain urbain, c'est ce qu'on trouve dans les galeries. Art urbain, ce sont typiquement les murales, writing, les tags, les trains, tout ça. Et puis le graffiti. Alors le graffiti, contrairement au graffiti writing, il n'y a pas de travail formel sur le lettrage. Ce qui compte, c'est vraiment la communication, c'est le message. Donc là, voilà, on a un message typiquement de nature politique, donc qui s'affranchit de toute intention artistique. Alors tout ça, en fait, ce sont différents types d'art qui ont lieu, à part l'art contemporain urbain, dans l'espace public des villes, en général des villes, mais qui n'est pas exactement le street art, si on entend par street art cette espèce au sein de cette grande famille, qui est par exemple cette jolie grenouille que j'avais trouvée à Hambourg, et qui sont donc, comme je le disais tout à l'heure, destinées à un public le plus large possible et effectuées avec une intention artistique, mais sans autorisation ni rétribution. Alors j'en viens tout de suite aux thématiques. Je vous ai décliné le plan, donc 4 points. Le premier point, ce sont tout simplement les œuvres qui représentent des sujets naturels. Alors naturellement, il y a beaucoup de pièces qui représentent des plantes, la flore. C'est le cas ici, avec un anglais dont je ne suis pas très sûre, mais enfin, je n'en suis pas responsable. Ce n'est pas moi l'artiste, je ne pratique pas. Mais j'ai choisi, pour resserrer en fait l'objet d'étude, de m'intéresser aujourd'hui aux œuvres qui représentent des animaux. Alors, quelques données quantitatives sur lesquelles je pourrais m'étendre du point de vue méthodologique, mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps, pour vous montrer un petit peu quelle est la place de ces thèmes animaliers au sein de l'ensemble des pièces de street art que l'on trouve dans les villes. Alors, en soi, c'est à peu près 8%, les thèmes animaliers, sur l'ensemble des pièces. Et puis, si on opère une catégorisation par type d'animaux, eh bien, on voit que ce sont surtout les félins qui sont représentés,
avec 24% de chats, tigres, léopards, etc. en Italie, et dans les autres pays que j'ai eu la chance d'explorer, 17%. Mais ça demeure quand même au premier rang. Donc ce sont vraiment les félins qui ont la part belle du gâteau. Viennent les oiseaux, puis les singes, les chiens, loups, renards et les rongeurs. Alors la partie verte du camembert, ce sont les autres animaux dont la représentation est bien moindre. Donc je ne les ai pas énumérés pour des raisons de clarté, mais si vous avez des questions, bien sûr, je pourrais le faire. Alors, les fonctions. Il y a la plupart des pièces qui représentent des animaux utilisent les animaux de manière métaphorique, c'est-à-dire pour dire autre chose. On observe néanmoins quelques cas où le sens littéral prime, c'est-à-dire où l'animal est représenté sans qu'il y ait, disons, une autre intention qui s'invite, comme c'était le cas de la grenouille, par exemple, de Hambourg. Alors en Italie, c'est le cas des ours et des insectes, et dans d'autres pays, c'est le cas des poissons, des animaux marins et des chevaux. Mais, je le répète, on observe néanmoins une très très nette primauté du sens figuratif. Donc c'est ce que j'ai choisi d'observer prioritairement pour des raisons quantitatives. Les 5 thèmes animaliers les plus fortement figuratifs sont les singes, les chiens, loups, renards, les oiseaux, les rongeurs, les félins. Donc on retrouve finalement notre pool, notre top 5, voilà, sans surprise. Hein. Et puis, très brièvement, je me contente d'observer en passant que l'Italie, sur les pièces animalières, ne présente pas de spécificité particulière, ce qui n'est pas le cas d'autres thèmes. Mais voilà, donc ça vaut ce que ça vaut. Alors les singes sont souvent utilisés comme des signes, c'est-à-dire de manière métaphorique, pour constituer une sorte de miroir de l'homme des villes et pour représenter une menace sur la ville. Alors j'ai sélectionné un échantillon très maigre, hein, mais enfin qui a une valeur, je l'espère, représentative. Alors on observe ici une pièce de Alessio B, trouvée à Bologne en 2016, qui représente un chimpanzé accroupi, à l'air, me semble-t-il, inoffensif et triste, porte un costume, une cravate noire et blanc, sur lesquels tranche vivement le bariolage de la pancarte « I wanna be free », je veux être libre. Alors, comment interpréter cela? Manifestement, il y a une intention très forte. Ma lecture, mais je la soumets à votre propre jugement critique, c'est que soit il représente l'aliénation des animaux de zoo, privés de liberté, traités comme des bêtes de foire, qui ont soif de liberté, de s'affranchir de leur chaîne, soit il représente au contraire l'aliénation de l'homme des villes, que son environnement, et notamment son travail, contraint, d'où la tenue vestimentaire engoncée, le costume-cravate, aliène, d'où l'absence de couleur de cette tenue vestimentaire, et in fine dénature, puisque l'homme des villes a en quelque sorte rompu avec sa nature, si l'on en croit justement ce contraste entre les couleurs, la vitalité de cette pancarte, mais qui n'est qu'une pancarte, donc qui est comme enfermée, encadrée, enfermée, contrainte dans cet espace réduit et totalement artificiel. Hein. Il n'y a pas de nature là, il y a juste une représentation d'une idée de nature qui serait colorée. Deuxième exemple, à contrario, c'est ce gorille qui montre l'écrou, qui a l'air assez en colère, menaçant, me semble-t-il, et qui est accompagné des lettres « King is back in town ». Donc King, le roi, Kong, j'imagine, est de retour en ville. Voilà, il me semble que le graphisme du fond renforce la violence de cette figure, puisqu'on a des formes essentiellement droites, acérées, certaines, et puis les lettres qui font référence explicite à King Kong
Donc voilà, j'ai recherché, j'étais pas sûre de moi. La première apparition, ça date de 1933. Alors, pourquoi choisir King Kong? King Kong, c'est d'abord une menace sur la ville, sur la société humaine. On se souvient tous de ce passage du film, enfin des films, puisqu'il y a une déclinaison infinie de ce thème, où il monte, il s'aggrappe au gratte-ciel, ça se dit, il s'aggrappe, non, il s'accroche au gratte-ciel, mais au fond, il est gentil, voilà. Donc Alors, autre exemple, les félins. Alors, il y a beaucoup de représentations littérales des félins, autant que de représentations figuratives. Alors, j'ai choisi 2 pièces pour les félins. Celle-ci, qui nous montre un chat, à mon avis, renfrogné, à mon avis, un peu en colère, un peu accusateur, non, qui nous tourne le dos, d'ailleurs, ce qui est assez désagréable. Mais il y a les lettres Roma, donc Rome. Alors, il se trouve que c'est un pochoir qui a été réalisé dans les rues de Rome, justement. Alors, évidemment, comme souvent dans le street art, et c'est tout l'intérêt aussi de cette forme d'art, on a affaire à des pièces qui demandent à être interprétées, qui sont souvent énigmatiques. Donc, il n'y a pas d'interprétation toute faite, livrée sur un plateau d'argent. Ça demande un travail subjectif, donc c'est de la recherche qualitative aussi, bien sûr. Mais il me semble quand même que ce qu'on peut dire, c'est que par le passé, les chats étaient légion dans les rues de Rome, et notamment dans le Forum. Aujourd'hui, ils ont disparu. Alors, il y a toute une polémique là-dessus. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi les chats ont disparu. Il y a toute une théorie du complot, évidemment, qui s'accompagne de ce phénomène. Mais il me semble que l'on peut interpréter cette figure féline comme peut-être un désir de survie, au moins sous forme de représentation, voire une accusation contre une disparition qui a peut-être été volontaire. Autre cas, alors là on a affaire à une image qui est manifestement, disons, plus négative, si par négative on entend quelque chose de menaçant. Cette figure féline ouvre grand la gueule, montre des crocs acérés, et cela me rappelle un célèbre pochoir de Banksy, encore lui, réalisé à Manchester en 2002, qui montre, vous l'avez sans doute vu, un tigre qui s'échappe, c'est un pochoir en noir et blanc, qui s'échappe d'une cage dont les barons sont représentés par un code-barre, qu'il a forcé, manifestement. Donc ici, il me semble qu'on voit bien, chez Banksy évidemment, mais également dans ce modeste paste-up italien, que le félin exprime une soif de liberté, en tout cas la rébellion du sauvage aux contraintes imposées par l'homme. Merci. Les rats. Pardon, je disais merci au chef, mais en fait, je n'ai pas du tout fini. J'ai 37 diapositives, j'en suis à la 20, mais rassurez-vous, je vais accélérer la cadence. Alors rapidement, les rats. Les rats sont présents en Italie, comme ailleurs. Alors notamment ici, vous voyez que c'est une pièce qui est très petite, mais qui a été disposée à la hauteur des yeux des passants. Donc dans une intention d'être vue, malgré sa discrétion. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer le rat sans évoquer la peste. C'est vraiment enraciné dans nos cultures occidentales, en tout cas européennes, c'est certain. Et puis, quand on parle de street art, on ne peut pas parler du rat sans parler de Banksy, qui a commencé son activité street artistique, après ses tags, par la position de rat en pochoir dans les villes. Et puis bien également Blake le rat, qui fait partie des pionniers du genre. À Paris, dans les années 80, il a commencé lui aussi par représenter des rats. Alors pourquoi ? J'ai peut-être pas le temps de m'étendre sur ce point.
on peut peut-être en parler plus tard. Je me cantonne à remarquer que le rat, dans le street art, est manifestement un autoportrait. Donc finalement, c'est l'équivalent du tag, mais sous une forme figurale, alors que le tag était sous forme de lettres, même si ces lettres étaient assurer une lisibilité assez difficile. Donc dans le rat, dans cet autoportrait, dans ce tag d'une nouvelle nature, on a, me semble-t-il, une déclaration dépréciative de l'artiste, qui se présente comme un marginal, sale, repoussant, le mal-aimé, hein, celui qui vit qu'on ne veut pas voir, hein, qu'on va essayer d'éliminer, et qui pourtant est toujours là, et qui sera toujours là. Hein. Les rats, ce sont les meilleurs habitants de nos villes, on le sait, hein, on ne peut pas s'en débarrasser. Je vais tenir les temps. Hein. Les oiseaux. Les oiseaux, ça tombe bien, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que ici, on a une pièce de Stu, qui est un artiste magnifique. On a un très beau pochoir dans des tons ocre, qui en fait se contente de montrer un oiseau, pour une raison que j'ignore, à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, pour une simple occupation, pour exister sur les murs de nos villes. Et puis, voilà, on a aussi ce pochoir que je voulais montrer, parce que Alice est une street artiste italienne très connue et qui fait des choses très poétiques, très très belles, où l'on trouve les oiseaux avec une figure juvénile, ce sur quoi je vais revenir en guise de conclusion très bientôt, non sans avoir auparavant remarqué que il me semble significatif qu'elle ait choisi de placer son pochoir là où il était écrit « lasciare libero il passaggio », c'est-à-dire laisser libre le passage, excusez-moi pour la traduction, là, qui est quand même très mauvaise. Voilà, ne pas encombrer le passage en meilleur français. Et puis, les renards. Alors ici aussi, donc on a un paste-up de About Pony qui nous montre simplement une figure animale avec une enfant, une jeune fille. Bon, alors ça c'est mon interprétation personnelle. Je trouve que cette image est très très douce, très apaisante. Alors, du point de vue esthétique, les street artistes se réfèrent plus volontiers à la nature qu'à la culture, puisqu'ils prônent la spontanéité du geste créatif, idéalement non filtré par les codes, les savoir-faire, les savoirs de la culture et des conventions. Mais en vérité, c'est assez faux. Hein. Ça relève quand même d'une pause, puisque au fond, la plupart d'entre eux sont passés par les écoles des beaux-arts et ils connaissent parfaitement l'histoire de l'art aussi. Hein. Donc, c'est assez kitsch, en fait, tout ça. Hein. Exemple, voilà, là, on a des traits naïfs qui se réfèrent à pas mal de courants de l'histoire de l'art européen et pas seulement, qui valorisaient une forme de primitivisme ou de néo-primitivisme. Alors évidemment, on pourrait les passer en revue, mais vous pouvez le lire, Fauvisme, Arte Povera, etc., en passant bien sûr par les pionniers du street art que sont Haring, Basquiat, bien sûr, Banksy, Obey, etc. Alors, deux exemples très rapides. Un pingouin de Pao, qui est un artiste turinois, avec une occupation illégale d'un mur par des fleurs. Bon, évidemment, ça c'est très célèbre, hein, c'est le piratage urbain, le urban hacking. Alors, au niveau philosophique, et je terminerai par cela, le street art participe d'une vision intrinsèquement pragmatique et sensorielle de la vie, plus proche de l'état de nature que des sociétés patrimonialisées, puisque au fond, le street art accepte d'être éphémère, ou du moins il prend le risque d'être non seulement éphémère, mais aussi d'être défiguré, puisque n'importe qui peut intervenir sur l'œuvre, voir l'enlever, ou bien y apposer sa marque, la tourner en ridicule. Donc il y a une forme de bravoure et
c'est vraiment un cadeau livré, offert, mais également courageusement ouvert aussi à une intrusion étrangère. Alors, il me semble aussi que le street art conteste l'anthropocentrisme du point de vue philosophique, comme on a ici le cas, 2 exemples, un singe qui va sur la Lune, ou un politicien sous forme de renard. Et puis, il valorise, alors ça c'est évident, c'est un leitmotiv, la part animale de l'homme. Ici, par exemple, on a un pochoir d'une tête de tigre accompagné des mots « find your beast », donc « trouve ta bête sauvage ». Alors, j'observe enfin, et j'ai presque terminé, vous le voyez, que les figures animalières sont très souvent accompagnées de figures juvéniles, d'enfants. Et ça, il me semble qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir un lien fort qui a valeur de message. En fait, il me semble que, et je finis par ça, en des temps où règne le présentisme, pour reprendre un néologisme de François Hartog, et l'obsession du patrimoine, de la conservation des musées, comme l'a montré par exemple Taubelem, le street art, au contraire, accepte et prône la caducité naturelle, l'humilité d'un art conçu pour tous, offert à tous et à tout type de détérioration, et dans le même temps, sa réalité d'art éphémère qui déporte sa visibilité sur les innombrables photographies que l'on trouve notamment sur le web. Tant il est vrai que certains ont parlé de Internet art, Katia Glaser notamment. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Pour moi, le street art, c'est in situ. Ça impose une déambulation, une surprise, c'est une expérience sensorielle. Mais évidemment, on peut ne pas être d'accord. C'est vrai qu'on a besoin aussi des photographies. Vous voyez, moi aussi, j'ai besoin de mes photographies pour vous en parler. Donc, il y a les deux côtés. C'est aussi parce que c'est problématique que c'est sympa, que c'est intéressant. En cela, en tout cas, cet art est à la pointe de et vecteur du paradigme des sociétés contemporaines où coexistent ces tensions contraires. Merci de votre attention. Je clôt sur cette citation de Thoreau que j'ai trouvée dans sa traduction française. Excusez-moi, je n'ai pas le texte original. Toutes les bonnes choses sont sauvages et libres. Merci. Grazie per la cortezza e la cortesia. Nous enchaînons donc avec une communication de Manuel Bello Marcano qui va nous faire passer de l'autre côté des images en quelque sorte dans le monde architectural et dans la pensée architecturale. Alors, plein écran, c'est toujours là. Tac. Ok. Bon, je suis un tout petit peu un ovni dans cette histoire, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un peu d'étrangeté. Oui, je suis architecte et je vais vous présenter cette communication de l'expressivité des mondes, la pensée architecturale comme clé pour la construction des significations partagées. Un tout petit peu compliqué, on va essayer de s'en sortir. Donc, premier avertissement, les images que vous allez regarder, je ne vais pas tout à fait les commenter. Pour moi, ces images vont construire tout un discours qui va accompagner le discours oral. Traditionnellement, l'architecture est considérée comme une science et un art de la domestication, c'est-à-dire qu'elle a pour but de rendre familier ou d'encadrer l'étrangeté de ce monde. Elle est dans ce sens au centre de notre rapport aux autres et aux vivants, humains et non humains. Aujourd'hui, l'architecture en crise, face au changement de paradigme écologique, quel rôle peut-on donner à l'architecture en tant que science et art de la domestication? Pourquoi et comment peut-elle construire dans un monde en danger, surtout de nos jours, quand les notions de nature, culture, urbain et rural, sauvage, artificiel, sont fondamentalement remises en question. Alors l'objectif sera donc d'enquêter sur les formes dont la pensée architecturale peut être toujours capable, nous l'espérons, de tisser des liens esthétiques, techniques, sociaux et anthropozoologiques entre les habitants, les territoires et le monde. L'étude des processus de construction de signification et des cohabitations dans un milieu, humain et non humain, est donc, à mon avis, un apport fondamental pour comprendre comment l'architecture met en jeu des nouvelles frontières
et des passages paradoxaux entre technique, nature, territoire, ville, humain, non humain, politique, esthétique. Le premier point que j'ai intitulé de la nature de l'architecture, l'architecture de la nature, vient après mon diplôme d'architecte au Venezuela, où j'ai été amené, donc c'est pas le barrio Petare, c'est le barrio El Valle, mais bon, c'est à peu près la même chose finalement. J'ai été amené à me poser des questions sur le sens de ma pratique, ainsi que sur la manière dont j'exerce la discipline pour laquelle j'ai été formé, c'est-à-dire l'architecture. Parmi toutes ces questions, celle qui reste la plus fondamentale est la suivante. Que veut dire faire de l'architecture? En faisant écho à la fameuse conférence de Gilles Deleuze, qu'est-ce que l'acte de création? On pourrait dire que faire de l'architecture, c'est réfléchir sur la construction d'œuvres physiques, des œuvres dites architecturales. Mais l'architecture n'est pas faite que pour réfléchir sur la construction. En fait, en disant que l'architecture est une puissance de réflexion sur les choses construites, on semble donner aux constructions une grande importance, mais on est en train de tout leur enlever. Les comparaisons systématiques entre l'architecture et sa voisine, l'ingénierie, sont, dans ce sens, très dangereuses et décevantes. Elles témoignent aujourd'hui d'une coopération discrète qui, très souvent, n'en est pas une. En réalité, les ingénieurs ont fréquemment du mal à réfléchir à l'architecture en termes d'œuvres non construites. Avec l'apparition d'un discours technique et fonctionnel autour de la géométrie et de la forme, la mathématisation du savoir de l'ingénieur, à partir du calcul, a créé depuis le XVIIIe siècle un malaise entre une rationalité scientifique et l'expression de la sensibilité de l'architecte. En étudiant cette tension, Antoine Picon, un architecte, signale qu'à cette époque, au projet singulier de l'architecte s'oppose la volonté d'aménagement global des ingénieurs. Depuis, l'idée que l'ingénieur aurait besoin de l'architecte pour pouvoir calculer et réfléchir à ses constructions est une idée qui a de moins en moins de sens pour l'ingénieur. En prenant en compte cette distinction des savoirs et des pratiques, peut-on affirmer que les seules personnes capables de réfléchir à l'architecture seraient donc que les architectes? Si l'architecture ou la pensée architecturale existe, c'est parce qu'elle a sa propre forme, son propre contenu. Or, quel est ce contenu? Faisons une première hypothèse. Disons que l'architecture est une discipline créatrice, c'est-à-dire qu'elle se construit sur l'acte créateur, comme dirait Giorgio Agamben, sur une puissance qui se libère dans la création, puissance qui se trouve dans l'acte créateur lui-même, à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, nous pouvons adhérer à la réflexion d'Agamben quand il nous dit « l'architecte est puissant dans la mesure où il ne peut pas construire ». La puissance est une suspension de l'acte. Alors, si elle ne construit pas, l'architecture, elle sert à quoi? Elle serait créatrice de quoi? Supposons qu'elle est créatrice d'un sens et d'un ordre, qu'elle est là pour inventer un ordre et donner un sens au monde. Cela voudrait dire que l'ordre du monde n'existe pas en amont, que le monde n'avait pas de sens avant l'apparition de l'architecture, que ces ordres et ces sens existent dans une sorte de catalogue dans lequel l'architecte vient piocher pour en faire usage. Quel est le sens qu'ils peuvent donner à ce monde construit par l'architecture, des notions comme sauvage ou des êtres comme les animaux? Le fait de ramener l'animal comme problème architectural transforme non seulement notre idée de l'animal, mais aussi l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, et finalement l'idée que nous nous faisons de l'architecture elle-même. Mais il faut dire que les chemins dans l'architecture, et surtout l'architecture contemporaine, ramènent l'animal dans les sociétés, les économies, les politiques et les esthétiques humaines d'aujourd'hui, semblent être plutôt disparates. En tant qu'occupant de l'architecture, l'animal a trop longtemps été considéré comme un être vivant d'une valeur inférieure à celle de l'humain. En conséquence, ceci a fait de l'animal un habitant sans la même valeur architecturale que nous. Cette condition, essentiellement asymétrique, entre la vie de l'animal et l'architecture, nous a fait oublier les animaux comme des vrais occupants non ornementaux de l'architecture. En s'appuyant sur les propos d'Alberti, de Manfredo Tafuri ou de Colin Rowe, Catherine Ingraham remarque que pendant la Renaissance, un des sujets de l'architecture a été l'animal sauvage. Sa découverte et la manière dont celui-ci est amené dans les mondes des humains, autant théoriquement, à travers l'invention, par exemple, de la perspective,
que physiquement, comme par exemple dans des résidences aristocratiques situées en périphérie des villes ou dans des fastueuses ménageries royales. En enfermant la vie exotique dans des cages matérielles et dans des représentations projectuelles, la Renaissance s'établit comme le moment historique à partir duquel l'architecture s'est restreinte et réduite au monde humain, en laissant alors progressivement de côté la possibilité d'élargir son domaine d'action à d'autres mondes que celui de l'homme. Si bien après la Renaissance, des structures comme les fermes, les ménageries, les parcs zoologiques ont été conçus afin de prendre en compte l'animal dans les édifices, cette intégration a souvent été exclusivement économique et symbolique. En effet, la question d'un occupant non humain dans l'architecture n'apparaît véritablement qu'au XIXe siècle. Comprendre d'autres formes de vie est une préoccupation aussi de la géographie, de la biologie, en tout cas scientifique. C'est donc une restructuration des sciences du vivant qui aurait sorti graduellement l'architecture de son sommeil humaniste. Ceci influence forcément la pratique architecturale et sa participation dans l'organisation du monde. Alors, ces questionnements sur la nature de l'architecture nous conduisent presque inexorablement vers l'interrogation suivante. Pourquoi faut-il que l'architecte fabrique un ou des ordres? Et pour quel monde? Il faut savoir qu'un ordre ne se fabrique pas comme ça, tout seul. On ne se réveille pas un matin, comme dirait Deleuze, en disant « je vais ordonner le monde ». Un ordre est le résultat d'une stabilisation et d'une coupe dans celle-ci. On ordonne toujours sur une base, sur un point fixe de référence, le désordre. Autrement dit, pour ordonner quelque chose, il faut tout d'abord une nécessité, un désir. La création d'un ordre du monde dépend d'une nécessité essentielle d'ordonner, nécessité qui se trouve déjà dans ce monde. Donc l'affaire de l'architecte serait de dévoiler et réinventer un ordre ou des ordres, comme l'affaire du philosophe, comme dit Deleuze, est celui d'inventer et de créer des concepts. Comment comprendre ce changement de paradigme chez l'architecte? Pour ce faire, je vous propose rapidement un regard rétroactif de ce qui pourrait être, selon moi, l'architecture aujourd'hui, à partir de trois penseurs des mondes. Un géographe, un biologiste et un philosophe. Trois figures stimulantes qui sont, à mon avis, éloignées, qui peuvent être à première vue éloignées de l'architecture, mais qui, suivant mon propos, pour moi, sont des actes de création. Le premier est... Désolé. Le premier est Humboldt. Donc c'est au XIXe siècle que Humboldt, Alexander von Humboldt, le géographe, interprète le monde naturel comme un tout unifié et animé par des forces interactives. En reprenant l'idée de force, en vogue à l'époque pour comprendre les organismes, Humboldt, convaincu que les éléments physiques qui composent le monde étaient interconnectés, propose une compréhension du cosmos comme un va-et-vient à plusieurs échelles, en quête de similarité et de différence. Dans son ouvrage « Cosmos » et ses deux descriptions physiques du monde, il propose cette compréhension sans jamais perdre de vue le tout qui lie chaque organisme à un système harmonieux d'organisation que j'ai appelé biogéographique. Cette approche comparative, opération à réaliser pour comprendre scientifiquement le monde, est une mise en relation préalable du ciel, de la terre et de la vie organique qui devait être toujours suivie donc d'une observation et d'une participation. Humboldt réalise dans ce sens, à mon avis, un acte architectural, car en réinventant l'organisation de la nature à travers ce tableau et un plan du monde physique existant, il essaye de trouver une image mentale savante qui puisse l'aider à construire un regard total sur le monde. Je crois que j'ai une troisième. Un regard total sur le monde. Il construit dans sa tête un monde. Il devient architecte, autant de la nature que du cosmos. Chez lui, la nature est un produit, est produite comme un modèle architectural, où c'est moins l'architecture qui est cosmique que le cosmos lui-même qui est architecturé. Alors, Humboldt influence notamment l'architecture. C'est déjà assez connu.
des personnages comme Henkel, et surtout il inspire par exemple des géographes comme Élisée Reclus qui fait cette proposition pour un pavillon extrêmement étrange, un immense édifice global qui est une sorte de reproduction de la Terre, qu'il appelle édifice géographique. Aussi l'influence, bien évidemment, Henry Sullivan, l'architecte, qui lance cette idée de forms follow function, c'est-à-dire la forme suit la fonction, qui n'est autre chose qu'une position mécaniciste de la nature qui vient influencer la conception architecturale. En tout cas, en devenant un des terrains d'expression de la vie en tant qu'issue d'une causalité, la forme architecturale se met à imiter la nature afin d'en saisir la vérité formelle. Voilà une des catastrophes. Ceci inspire aussi les ingénieurs qui développent la bio-imitation et la bio-inspiration tout en privilégiant les traitements des modes de vie au lieu de travailler véritablement avec la vie. Tout cela devient assez décevant. Mais la vie reste pourtant la manifestation d'une unité fondamentale, celle du vivant avec son monde environnant. Humboldt nous pousse à penser la place biocosmologique de la communauté du vivant dans le monde des humains, ainsi que le vivant comme forme dynamique, comme résistance, et mise en relation avec un environnement matériel. Autrement dit, Humboldt nous amène architecturellement à penser le vivant comme forme qui nous forme, comme expression. La deuxième figure est M. Uexküll, ou l'architecture des mondes de M. Jacob von Uexküll, biologiste estonien qui développe une théorie assez intéressante, une théorie biologique, une biologie philosophique, je dirais plutôt, qui consiste à penser le vivant comme un corps indissociable d'un monde qui le construit. Il conçoit le vivant comme un cercle fonctionnel entre l'organisme et le monde qui l'entoure, le monde environnant, ce qu'on appelle un Umwelt, un terme que nous avons traduit par milieu. Pour Uexküll, le monde de l'animal est fait de signes qui l'affectent et le stimulent, et qui, à son tour, il va éventuellement affecter et stimuler. Ainsi, rien dans ce monde n'est un objet neutre pour l'animal, car tout dans ce monde est une signification. Ce monde est donc clos, et c'est le contact réel et intentionnel entre l'animal et ce milieu qui produit des significations. Autrement dit, avec l'idée d'Umwelt, Uexküll esquisse ce qu'on connaît aujourd'hui comme une théorie de la signification par la vie, c'est-à-dire la biosémiotique, la fameuse biosémiotique. Uexküll montre que le monde environnant de l'être vivant lui apparaît de forme expressive. Il est donc lié immédiatement au monde à travers la médiation de l'apparence et une nécessité essentielle, je dirais, voire même vitale, d'expression. En retour, le vivant lui-même, par la surface qui définit son corps, sa figure corporelle, se manifeste de façon expressive dans le monde qui l'entoure et avec lequel il entre en relation. Monde environnant et monde commun sont ainsi liés par la médiation de l'apparence. Comme Humboldt, Uexküll abolit une vision anthropocentrée de la Terre qui place humains et non-humains dans une seule et même monde. Toute forme de vie s'accomplisse donc sous un rythme particulier, ce qui fait de la nature un dédale de plusieurs milieux. Uexküll explique cette cosmovision en regardant interagir la fameuse métaphore de l'abeille et la fleur. Bon, ce n'est pas une métaphore, c'est plutôt une observation. Il se demande comment se fait-il que deux structures ou organismes dont l'apparence est tellement distincte, avec différents tempos et différentes positions dans le monde, semblent être l'une pour l'autre. Comment se fait-il qu'ils semblent participer d'un même projet et d'une même mélodie? Il parle de mélodie. Cette question musicale décrit alors une sorte de fil invisible qui se tisse entre un phénomène extérieur et le corps de l'être vivant. Ce fil accorde à l'être vivant une propriété complémentaire, contenue dans le monde environnant. Il parle donc à ce moment-là de conformité à plan. Ces deux êtres sont conformes à un plan, c'est-à-dire à la nature, une sorte d'être transcendantal. Uexküll découvre donc que tout être vivant est composé de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qui lui manque. Ce qui va influencer par la suite Ortega y Gasset et d'autres
et toute une philosophie. Alors, le troisième, bon, je vais laisser cette image, est celui, l'architecture excentrique des philosophes Helmut Plessner. Uexküll montre que la relation du vivant à son environnement est de nature contradictoire. Même dans sa forme la plus primitive, il y a toujours une partie du monde avec lequel et contre lequel l'être vivant vit. La nature n'est donc pas une entité transcendantale, comme le montre Uexküll, mais une loi en construction quotidienne. Ce n'est pas un être qui va tout gérer, c'est une sorte de construction qu'on fait en faisant, qu'on construit en faisant. Cette construction développe une logique de la frontière, donc du corps et du monde, par rapport à une surface qui est celle de notre corps, c'est-à-dire une surface qui est sensible, où il n'y a ni adéquation complète, ni indifférence, mais une sorte de plasticité et une distorsion entre le stable et l'instable. Alors, quelle est la spécificité de l'humain comme être vivant, comme un sujet qui produit une forme, qui travaille avec cette plasticité, avec cette production de frontières? Plessner, il dit, sujet est tout ce qui est capable de se spatialiser et de se temporaliser. Car ce qui est important pour définir l'être organisé est ce qu'il appelle la positionnalité, c'est-à-dire le fait qu'un vivant est une union absolue d'espace et de temps, possédant un lieu naturel, c'est-à-dire un milieu. Mais il s'agit d'un mouvement continu où le rapport à un monde commun du vivant conditionne l'appréhension de soi. En effet, les choses vivifiées sont en relation avec leur lieu dans l'espace et dans le temps. Le corps qui grandit possède, dans l'extension de sa frontière, une mesure absolue de l'espace et dans son vieillissement, une mesure absolue du temps. C'est une citation de Plessner. La positionnalité est alors une instabilité qui met en évidence un mouvement continu du vivant en quête d'une définition de ses frontières et de son monde. Plessner établit des formes du sujet à partir d'une pensée sur le corps. Donc c'est ce qui lui permet de reconnaître ce qu'il appelle les trois fameuses ontologies de Plessner, les trois formes ontologiques différentes. D'abord, il décrit la plante comme sujet qui n'est que passage, première ontologie, où l'absence de mouvement fait d'elle la section non autonome, ce qui est un peu compliqué, la section non autonome du cycle vital qui lui correspond. C'est-à-dire qu'elle est d'une forme ouverte. Tout en elle est traversée. Elle n'a pas de centre, car elle s'incorpore immédiatement à son environnement, sans médiation. Malgré le fait d'avoir une activité adaptative, le pouvoir de la plante à l'égard de sa forme et son milieu est extrêmement réduit. Elle ne bouge pas. L'animal, par contre, se situe à un autre niveau ontologique. Sa forme est close. Il est capable d'autonomie dans le cycle vital qui compose son cercle fonctionnel. Il peut se constituer en tant que centre dans l'espace et le temps. Donc il a une conscience sensible. Cependant, la réflexivité de l'organisme animal n'est pas telle que son sujet puisse se savoir comme un centre. Donc il n'a pas conscience de ce centre. Il vit en tant que centre sans véritablement le connaître. Son rapport au monde est donc exclusivement perceptif. Chez l'homme, la positionnalité se caractérise par une distance par rapport à soi-même, ce qu'il appelle l'excentricité. La forme de l'homme n'est ni ouverte ni close, mais elle est toujours en rapport à un centre. Il est excentrique car il est un centre. Il sait qu'il est un centre. Il sait qu'il peut s'objectiver. Dans cette logique de forme vivante, l'absence de racine est une caractéristique donc de la forme excentrique. Plessner, et alors là, c'est une phrase que j'adore de lui, il définit à ce moment-là l'homme comme un émigrant de la nature. Il a émigré la nature. Ainsi, au lieu naturel, comme monde humain, se substitue un lieu qui est détaché de la nature. On parlait hier, pendant la lecture du texte, de cette île, de ce lieu utopique. C'est un lieu utopique pour Plessner, en lien avec, malgré tout, une naturalité du corps. La situation de l'homme dans le cosmos est donc forcément l'histoire d'une excentricité.
Alors, que faire de ça avec l'architecture? Étant une extériorisation, l'architecture n'est pas dans un contexte organique. Pourtant, elle peut obéir à une simple loi anthropologique. L'homme, c'est la loi qui propose Plessner, l'homme ne peut fabriquer l'homme ne peut fabriquer que ce qu'il y a déjà en soi. L'homme ne peut fabriquer que ce qu'il y a déjà en soi. L'architecture est donc ainsi une puissance créatrice issue d'une nécessité biologique d'organisation. Le besoin d'un milieu architecturé est une nécessité qui semble déplacer une simple intentionnalité. Il est un moyen de production d'une fermeture artificielle qui revient sur cette forme excentrique. Il est une construction, l'architecture est donc, pour Plessner, une construction de frontières. Alors pour conclure, la vision holistique du cosmos de Humboldt, de la mélodie de Uexküll ou de la puissance ontologique de Plessner sont trois idées qui permettent de renouveler les schémas de pensée dans l'architecture. Aujourd'hui, sommes-nous aujourd'hui face à l'émergence de nouvelles idées en architecture? Actuellement, nous avons compris que la création architecturale n'est pas seulement une œuvre destinée à informer les habitants, ce que Deleuze appelait les agitants, sur un comportement qu'ils doivent adopter dans l'espace. Autrement dit, il ne s'agit pas de prendre l'architecture comme une forme d'explication, j'explique aux habitants ce qu'ils vont faire, ou comment ils vont vivre, mais au contraire, elle peut être développée comme une forme d'implication, impliquer le vivant, humain et non humain, dans la fabrique d'un monde partagé et dans la constitution de sa concrétisation en objet, en institution. En étudiant les relations anthropozoologiques et leurs liens avec l'architecture, je suis convaincu que pour résister, donc, pour créer, nous avons besoin de décentraliser l'architecture, focalisée non seulement sur l'homme, blanc, hétérosexuel, occidental, mais aussi focalisée sur l'humain, biologiquement et ontologiquement. Travailler sur l'émergence de la puissance organisatrice du monde, créée par la cohabitation de l'homme avec d'autres animaux, est une idée architecturale qui est pour moi une forme de résistance et qui peut assurer la continuité de l'existence de la planète. Cette idée, finalement profondément politique, résonne en effet de plus chez certains architectes. Sans planète, pas d'architecture, ok. Mais sans architecture et sans politique, allons-nous pouvoir sauvegarder cette planète? En analysant la fameuse formule d'Aristote, l'homme est un animal politique, le zoopolitikon, la formule connue, l'architecte vénézuélien Federico Vegas essaye de comprendre la nature de la figure du héros dans un contexte actuel du pays, frappé, comme vous le savez, par une profonde crise politique. Et il nous dit, la phrase célèbre d'Aristote, « L'homme est un animal politique », nous a conduit à surestimer certaines qualités qui se révèlent inutilisables et contre-productives. Selon l'historien de Quito, HDF Quito, Aristote a proposé quelque chose de radicalement différent. La traduction correcte serait « L'homme est un animal qui appartient à la police ». Cette différence dans les deux traductions entre l'être et l'appartenir est décisive. Le croire être, je creer ser, tend à l'implicite et à l'égocentrique, tandis que le savoir appartenir tend au dialogue et à la générosité. Si l'homme est un animal politique doté de certains dons exceptionnels, aussi innés que la force d'attaque des taureaux ou l'agilité des singes, il croira qu'il est le meilleur homme politique. Ortega y Gasset décrit la lutte de Socrate pour convaincre les Athéniens qu'une chose est le technique, el técnico, et l'autre, la technique, la technica. Car celle-ci n'est pas une chose fixe, et donnée une fois pour toutes. De la même manière, la politique est une science à laquelle nous pouvons tous participer, contribuer, et pas un podium pour les politiciens incontinents qui deviennent des fétiches et finissent par dominer la politique elle-même. Merci. Nos quedan 15 minutos, 15 minutes de discussion.
Merci beaucoup à tous les trois. C'était un panel très intéressant et finalement, je trouvais que vous ne faisiez pas tant ovni que ça. Il y avait des résonances. Vous étiez un peu le sauvage urbain à l'intérieur du panel. Alors moi, j'avais une question pour Marie-Pierre Ramouche, parce que vous parliez de l'attribution de sexe aux lacs et rivières selon leur taille, etc., chez les communautés andines. Et c'était une question en deux temps. La première, c'était voilà, comment est-ce que le choix du sexe, comment est-ce qu'il est fait, ce choix? Comment est-ce qu'on attribue plutôt un genre masculin? Est-ce que c'est un peu comme en français avec le terme de lac ou le terme de rivière? Est-ce que ça a une racine dans le mot? Ou est-ce que c'est vraiment lié à autre chose? Et puis j'aurais voulu savoir si Bastardia, elle s'intéressait dans son art justement aux différences hiérarchiques qui peuvent être appliquées dans les sociétés entre les genres, si c'est quelque chose qui revenait à une forme de féminisme, par exemple. Alors, au sujet du sexe des eaux, alors ça, dans ce que je sais, c'est ce que j'ai pu lire dans l'article de cet anthropologue. Donc, dans certaines communautés, le sexe des eaux, par exemple des lacs, il est en fonction de la taille. Les grands, c'est masculin, et les petits, c'est féminin. Donc, lac, lagune, par exemple, cette distinction. Et ensuite, donc, il ne donne pas les explications, et c'est un petit peu plus varié. Par exemple, dans ce que là j'ai noté, l'eau de pluie est féminine pour certaines et l'eau de grêle est masculine, sans qu'il y ait vraiment d'explications, ou du moins il ne les donne pas les clés, et donc je ne peux pas trop répondre. Pour l'autre partie de la question, oui, elle est très très sensible à la question féministe. Je n'ai pas cherché à prendre contact avec elle, je vais le faire après là. C'est Julieta qui m'a dit mais pourquoi, et en effet oui, c'est vrai, pour lui poser la question, mais il me semble que c'est vraiment évident. Oui, je pense qu'elle doit se considérer comme écoféministe, parce que la plupart de ces personnages donc en contact de ces êtres hybrides, ce sont quand même des femmes qui apparaissent tout le temps. Donc je pense que oui, elle est vraiment très sensible à ça. Merci beaucoup. Une petite question aussi pour Marie-Pierre. Le bastardia, donc j'imagine que ça veut dire bâtarde. Mais pas que, c'est aussi italique. C'est aussi, oui, en espagnol, ça veut aussi dire ça. Donc, c'est une question que je lui poserai. Oui, c'est pas trop. Je ne sais pas si tu connais un autre sens à part. Ouais. Peut-être une manière d'écrire autrement, de voir autrement. C'est le diminutif. Oui. Oui. Ouais. Voilà, ça peut être plus ça. Ouais. Petite coquine. Il y a quelque chose de très subversif en fait dans le nom qu'elle s'est choisi. Oui. Et voire même, je dirais, un petit peu ludique. Oui, aussi. D'enfantin. Oui. Alors j'ai une question d'architecture, sachant que je n'y connais absolument rien, donc je suis désolée si c'est une question naïve. Juste sur la théorie de Uexküll, là, sur les milieux, est-ce qu'il y a eu des applications déjà en architecture de cette théorie-là sur des choses un peu concrètes qui pourraient expliquer comment ça peut être illustré? Oui, alors il y a tout un groupe de recherche qui se trouve à la Villette, qui s'appelle le GERFO, qui travaille beaucoup sur des questions de ce qu'ils appellent les architectures des milieux. Et oui, c'est l'influence, pas directement d'Uexküll, mais de toute une quantité de penseurs, par exemple Augustin Berg, ou des géographes qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils appellent la mésologie. Donc oui, il y a une influence, il y a une volonté aujourd'hui, je crois que dans certaines écoles d'architecture et parmi certains architectes, d'essayer d'évacuer, par exemple, des notions comme celle d'espace ou celle de projet qui ne sont plus opératoires.
pour l'architecture, dans ce contexte, dans ce que je viens de proposer, qui est pour moi un changement de paradigme architectural profond. Donc oui, la question de milieu, en tout cas la question de l'Umwelt comme milieu, a été et commence à être travaillée. Hands of the Prairie, l'architecte, c'est une agence que j'ai montrée, ça fait partie d'un groupe plus large de plusieurs architectes, qui est une sorte de réseau international qui travaille des questions en tout cas de cohabitation humain, non humain, dans l'architecture. Mais c'est assez, on va dire, éparpillé. Ce n'est pas véritablement, c'est assez disparate encore. J'avais aussi une question pour vous. Dans votre introduction, en fait, vous nous parliez des enjeux de l'architecte de venir repenser finalement son travail, son action indépendamment des ingénieurs. Et je me suis demandé, d'après vous, certes il y a les ingénieurs, mais quel est le lien avec les promoteurs aussi et comment est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui eux qui ficellent d'autant plus l'expression architecturale qu'est-ce que vous pensez en fait de ces acteurs qui souvent sont en train de passer les commandes finalement Alors le problème pour moi de l'architecture, c'est pas un problème, c'est que je crois que l'architecture, avant d'être concentrée, avant d'être une discipline de la construction, quand on voit Alberti ou Vitruve, ou la base de ce qui a été les fondements de ce qui est l'architecture, c'est plutôt une pensée architecturale. Alberti, Vitruve, on pensait la guerre, on pensait des États, on pensait l'ordre du monde. Et je crois que l'architecture est plus une sorte de pensée qui peut être appliquée à d'autres choses que la construction de simples choses bâties. Donc elle est beaucoup plus vaste. En ce moment, par exemple, il y a un architecte qui s'appelle Rem Koolhaas qui est en train de repenser l'Europe. Tout simplement, son agence a été, on va dire, commanditée pour repenser l'Europe. Donc la question de la promotion des promoteurs plutôt immobiliers, à mon avis, ce n'est plus une question architecturale. À mon avis, c'est une question soit politique, soit économique. Mais la question architecturale en ce moment, elle est ailleurs. Donc c'est pour ça que j'essaye de déplacer un peu ce regard. Oui, effectivement, si on essaye de travailler avec les mairies, les promoteurs, là on se retrouve très très vite dans des enjeux qui sont plutôt politiques. Donc on tient un séminaire à l'école d'architecture de Saint-Étienne qui est en anglais, qui s'appelle Architecture as a Political Practice, parce qu'on est convaincu avec Xavier Vrona que l'architecture, si elle veut survivre dans ce monde, doit être une pratique politique. D'autres questions ? Oui. Voilà. Pour Edwige. Donc, je ne l'ai pas fait moi dans ma communication, mais donc merci pour cette explicitation des termes, la terminologie, etc. Est-ce que tu utilises le terme post-graffiti aussi ? Est-ce que c'est quelque chose que... Voilà. Et juste un petit détail, à Rome, les loups n'apparaissent pas. Je pense à la légende de la fondation. Belle question, merci. Alors, c'est marrant, j'ai trouvé une louve à Berlin, une louve romaine à Berlin, qui représentait d'ailleurs tous les mots de la société contemporaine. Il y avait des dollars dessus, enfin bon, assez laid d'ailleurs. Et bizarrement, à Rome, non, j'ai jamais trouvé de... Alors évidemment, Rome, c'est une ville immense, je n'ai que 2 pattes, et mon regard est sélectif. Donc il y a toute une série, évidemment, de limitations qui font obstacle à une approche quantitative, exhaustive. C'est impossible, c'est juste impossible. Donc, bon, je ne m'étends pas, mais c'est vrai qu'il faut prendre avec des pincettes les chiffres. Ils sont toujours approximatifs. Donc voilà, je n'en ai pas vu. Et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps à plusieurs reprises. Donc pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Sur la question terminologique,
effectivement, d'aucuns utilisent le terme de post-graffiti. Personnellement, je ne l'aime pas beaucoup, pour 2 raisons. D'abord parce que je trouve que graffiti, c'est très réducteur. Et la deuxième raison, c'est que ça inscrit, appelons ça ce genre, dans une chronologie. Comme si le graffiti avait été premier, donc Pompéi, les caves de... et qu'ensuite auraient éclos d'autres genres, sous-entendus dans une vision un peu téléologique, meilleure, de meilleure facture. Non, le graffiti continue à être vivace, et heureusement. Dès qu'il se passe quelque chose d'un peu sérieux, on voit fleurir sur les murs des messages. Je trouve que c'est important que le graffiti demeure. C'est important aussi pour les déclarations d'amour sur les arbres. Et en parallèle, on a d'autres formes, notamment le street art. Mais en fait, certains chercheurs, je pense notamment à... Comment il s'appelle ? Un géographe, dont le nom m'échappe, je veuillez m'excuser, qui soutient que le street art n'est pas un mouvement de l'art contemporain, comme moi j'ai plutôt tendance à le concevoir. Il dit non, le street art, il a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, il prend des formes un peu différentes. Donc, je trouve que cette approche qui le saisit davantage comme une dimension que comme un phénomène de l'histoire de l'art est aussi intéressante. Voilà, donc c'est les 2 raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce terme-là, mais pourquoi pas. Enfin. Si je peux me permettre un tout dernier commentaire pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Il y en a je pense qu'en vous promenant dans Perpignan, vous arriveriez à trouver quelques... Il y en a 2 très jolis, notamment un qui a fleuri il n'y a pas très longtemps, qui dit « Ta mère nature », qui, en termes de sauvage urbain, est pas mal. Et l'autre, dans la même veine, qui dit « L'erreur est urbaine ». Ils sont très sympas. Et je me demandais justement, parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est impossible à quantifier de façon exhaustive, etc. Ça serait un chouette projet participatif, de plateforme participative, comme on le voit maintenant avec le végétal et les sciences participatives. Ça pourrait être quelque chose de très très agréable à faire. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de rajouter. Merci Margot. Avant de conclure, moi je vois aussi un fil qui se tend entre les 3 communications. D'une part, le sauvage urbain que nous essayons ici d'approcher, de contourner, de définir, de territorialiser d'une certaine manière, il apparaît peut-être sous les traits de l'enfant, au moins dans les 2 premières communications, et si ce n'est dans la 3e. Et si l'homme est effectivement étranger à la nature, c'est peut-être plus un sauvageon qu'un sauvage urbain que nous recherchons. Merci.